J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Mais par contre, ce live-ci, il va être costaud. Il y a beaucoup de choses au programme. Il y a une première partie qui sera sur les actus crypto, le stablecoin de PayPal, des prédictions sur le prix du Bitcoin, l'ETF BlackRock. Il y a pas mal de choses à dire dans les actus. Du coup, je vais faire une première partie là-dessus. Et pour YouTube, ce sera le premier épisode. Et le deuxième épisode, ce sera sur les actus de Multiversix, sur la X-Card, sur le X-Day, et puis aussi du divertissement, des petits trucs assez loufoques, des trucs marrants, des trucs intéressants. Voilà, un live en 2 parties, en 2 épisodes. Je vais commencer par les actus générales. Et pour commencer, on va faire une petite comparaison avec les cycles précédents. Si on regarde ce qui s'est passé par le passé, il semblerait qu'il y a 3 phases. La première phase, c'est quand ça se pète la gueule. Ça, on l'a vu pendant l'année 2022. Il y a une deuxième phase où il y a une reprise du cours et une sorte de période d'accumulation, jusqu'à une explosion du prix, une euphorie, le bull run. Ça, c'est la phase 3. Et donc là, on serait dans la phase 2, et c'est plutôt de bon augure. On a passé le pire, a priori. En tout cas, si on se base sur ce qui s'est passé précédemment. Et maintenant, quand on se tourne un peu vers le futur, il y a des prédictions d'un Bitcoin à 100 000 $ d'ici le halving de 2024, donc vers le mois d'avril. Ça paraît foufou comme prédiction, c'est à moitié sérieux. C'est quand même en partie sérieux parce que c'est une prédiction d'Adam Back. Lui, il fait partie de ceux qui sont sur la liste des personnes qu'on suspecte d'être Satoshi Nakamoto. C'est un cypherpunk, il fait partie des pionniers. Et sur Twitter, il a eu une discussion au cours de laquelle il a parié que le Bitcoin atteindrait les 100 000 $ avant le halving. Je parie que Bitcoin atteindra ou dépassera les 100 000 $ entre maintenant et le 31 mars 2024. Il a parié 1 million de Satoshi, ça fait à peu près 300 $. Voilà, c'est juste pour la forme en fait, c'est symbolique. Et c'est à moitié sérieux aussi, parce qu'à la base, il rebondit après un article de Cointelegraph. Cointelegraph estime la rentabilité future des mineurs après le halving à 98 000 $. Avant ça, les mineurs ne seront pas rentables, avant ce prix de 98 000 $. C'est pour ça qu'il base sa prédiction là-dessus, en fait, Adam Back, mais en même temps, il remet en question ce seuil de rentabilité de 98 000 $, et selon lui, ça devrait plus être un seuil de rentabilité autour des 58 000 $. Donc c'est pour ça que c'est à moitié sérieux. En fait, sur les 100 000 $, de ce que j'en déduis, il est pas sérieux. Par contre, 58 000 $ avant le halving, il doit penser que c'est possible, en fait. Moi, je ne sais pas, mais 58 000 $ à la limite, ça me paraît envisageable. 100 000 $, ça me paraît quand même excessif. Et je poursuis. Vu qu'on parle d'argent, là, on parle d'oseille, eh bien, je vous ai aussi parlé d'oseille sur Twitter. Et c'est pour la réflexion. C'est un petit peu aussi du développement personnel et pour le mindset. Je vous ai demandé, il faut combien d'argent pour être libre financièrement? À partir de quand on arrête d'en vouloir toujours plus? Et aussi, une fois qu'on a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Et je pense que c'est des questions importantes à se poser avant d'y être, parce que d'une part, ça nous aide à réaliser nos objectifs, on projette, on matérialise, et je pense que c'est important de savoir en fait avant d'y être, parce qu'une fois qu'on y est, une fois qu'on a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On peut être désemparé en fait, on peut manquer de sens tout d'un coup, ne plus savoir quelle orientation prendre, vers quoi se tourner, qu'est-ce qu'on fait de sa vie. Ça peut créer une sorte de vide. Et je pense aussi c'est bien de toujours se projeter sur les étapes suivantes avec quelques coups d'avance. Ça aide vraiment à construire et au niveau du mental. Enfin en tout cas pour moi quoi, en tout cas ça m'aide, je sais pas si pour vous ça peut vous aider, mais prenez ces réflexions. Et j'ai vu une réponse qui est assez marrante mais aussi intéressante. C'est quelqu'un qui m'a dit, à partir du moment où il obtiendrait la liberté financière, un truc qui le ferait kiffer, c'est d'essayer plusieurs jobs. Et des métiers que sinon il aurait jamais fait s'il avait pas la liberté en fait de choisir, de prendre un emploi et de se tirer quand il veut. Il me dit il pourra déposer sa démission tous les mois en fait s'il le veut. Et effectivement, quand on travaille plus pour avoir de l'argent, mais juste pour expérimenter, pour presque s'amuser, jouer au jeu de la vie, essayer des choses, c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées, de connaître telle ou telle vie en fait, expérimenter tout simplement. Et ça peut être un bon délire je trouve, c'est quelque chose auquel j'ai déjà pensé, même si je pense que j'aurais toujours d'autres choses à faire que c'est plein de métiers, je pense que je me consacrerais à d'autres choses ou à des passions, mais en fait pourquoi pas à un certain stade même faire ce genre de truc, En tout cas ça offre cette liberté. Et sur la réflexion, à partir de quand on arrête d'en vouloir toujours plus, à partir de quand on a assez d'argent, en fait ça risque d'être jamais. C'est un truc presque sans fin, on en veut toujours plus en fait, c'est toujours le risque. Une fois que
vous avez 1 million, bah peut-être que vous en voudrez 2 ou encore plus. Quand vous aurez 10 millions, vous voudrez peut-être 50 millions. Et ça n'a pas de limite. Et n'en avoir jamais assez, ça rend insatisfait. Et du coup, je me dis, si on en veut toujours plus, si on court toujours après ça, en fait, on n'est jamais libre. Si on n'atteint pas un point de satisfaction, un moment où on dit stop, c'est bon, j'arrête de courir, sinon on continue toujours en fait comme un hamster dans la roue hein, qui continue de tourner. On reste un hamster et on n'est pas libre. Donc voilà, je pense qu'il faut se poser ces questions avant d'y être. C'est le mindset, ça construit aussi beaucoup de choses. Maintenant, abordons le sujet d'une rumeur autour des ETF Bitcoin de BlackRock et Invesco. C'est vraiment une rumeur là à ce stade. Quand je lis ce tweet en tout cas de H-Crypto, je sais même pas qui c'est. Je tombe dessus. Et il parle d'un ETF qui sera approuvé très bientôt. Les sources, ce seraient des initiés. Mais bon, le très bientôt, c'est flou. Et les sources des initiés, je sais pas qui c'est moi. Est-ce que c'est fiable? Peut-être que ces rumeurs, elles viennent de Mike Novogratz. Lui, c'est un mania de Wall Street. Il est blindé et peut-être qu'il a de bonnes sources. C'est peut-être lui la source de la rumeur. Il a ses propres sources. Et d'après ces sources-là, il a l'assurance que l'ETF Bitcoin pourrait obtenir le feu vert dès février 2024. Donc voilà, probablement ce sera d'ici 4 à 6 mois que la SEC va approuver un ETF Bitcoin. Il rajoute aussi que dès que ce sera effectif, quand l'ETF aura été validé, ça va être la guerre en quelque sorte. Nous allons nous battre comme des chats et des chiens pour gagner des parts de marché là-bas une fois que ce sera approuvé. Je sais pas bien hein, ce qui se passera, est-ce que du coup ce sera un super cycle avec énormément d'argent et ça va battre tous les records, ou alors non, puisqu'il y aura les acteurs institutionnels, ça va régulariser le truc, ça va se normer, il y aura moins des mouvements excessifs, je saurais pas dire. On verra bien, mais déjà, s'il y a un ETF qui est validé, je pense que ce sera quand même une très bonne chose. Autre chose d'ampleur assez important et dont on parle dernièrement, c'est le stablecoin de PayPal. Le PayPal USD qui sera émis par Paxos sur la blockchain Ethereum. Ce sera lancé dans un premier temps aux USA et c'est la première fois qu'une entreprise de cette taille émet son propre stablecoin. Donc c'est pour ça que ça devrait être quelque chose d'important, même si je sais pas trop non plus dans quelle mesure. Initialement, son stablecoin PayPal, ils avaient prévu de le lancer sur FTX, même plus précisément sur Solana en 2022. Mais bon, ça s'est passé autrement, vous savez pourquoi. Et finalement, c'est sur Ethereum. Qu'est-ce qu'il sera possible de faire avec ce stablecoin, le PYUSD? Il sera possible de faire des transferts vers des portefeuilles compatibles, effectuer des achats en PYUSD et convertir les crypto-monnaies prises en charge. Du coup, le Bitcoin, les Ethers, le BCH, le LTC, et puis je sais pas exactement quelles seront les implications, mais il y a quand même beaucoup de clients de PayPal, donc potentiellement beaucoup d'utilisateurs de ce stablecoin, et de nouveaux utilisateurs, peut-être qui utilisaient pas trop les cryptos sinon. Ça peut être un vecteur d'adoption. Par contre, il y a aussi du négatif, et sacrément négatif même. On a trouvé dans le code qu'en fait PayPal pourrait geler les adresses et bloquer les stablecoins en fait, bloquer les fonds des clients. On n'est pas souverain quand on a notre argent sur PayPal, et même quand ce sera de la crypto. Au sujet des stablecoins, dans la foulée, le président de la commission des finances aux États-Unis, Patrick McHenry, il a souligné la nécessité pour l'Assemblée législative d'adopter au plus vite une loi pour réglementer les stablecoins. Selon lui, les États-Unis sont actuellement à la croisée des chemins pour maintenir le pays à la pointe de l'innovation des actifs numériques. Et c'est aussi suite à l'annonce de PayPal. Donc ça devient vraiment un très gros sujet de société, un sujet politique, les crypto-monnaies, en particulier les stablecoins. Et maintenant, je vais passer sur l'émission Blast. Peut-être que vous avez vu passer ça. En fait, dans cette émission-là, il y a un trailer. Dans ce petit trailer, c'est l'introduction de la vidéo complète. La vidéo complète, vous pourrez la retrouver sur YouTube. Bitcoin, la nouvelle religion. Et ils ont invité, on la voit ici, Nastasia Adjadji. Et en fait, ils l'ont invité elle, d'après eux, dans un souci de neutralité. Parce qu'il n'y a pas assez de critiques envers les cryptos. Les critiques sont rares, d'après eux. Ils ont précisé, les critiques sont rares sur YouTube. Alors peut-être que d'une manière générale, il y a beaucoup de youtubeurs comme moi qui vont parler plutôt en bien des crypto-monnaies, même si c'est pas toujours le cas et on critique aussi. Donc d'après eux, les crypto-monnaies sont traitées trop positivement sur YouTube, il faut contrebalancer. Mais ils oublient quand même un petit peu que dans les médias d'une manière générale, en fait, dans la société, les crypto-monnaies et Bitcoin sont souvent traités négativement. Comme là dans cet article des Échos, le Bitcoin serait aussi coûteux pour la planète que la production de viande de bœuf. Ou dans Le Monde, le Bitcoin devient un danger pour le système monétaire et financier, et pour les citoyens même. Le Figaro, quand la crypto-monnaie finance le terrorisme. Ou Courrier International, le Bitcoin, une illusion dangereuse. Donc bon, essayez de nous faire croire qu'il ramène Nastasia Adjadji dans un souci de neutralité et pour
pour rééquilibrer les choses, c'est quand même un peu gros. Et cette anti-crypto, elle dit que le Bitcoin, c'est une véritable religion qui porte une idéologie réactionnaire. En somme, le titre de cette émission, Bitcoin la nouvelle religion, ça aurait pu être « Vous êtes vraiment des salauds, les crypto-bros », à peu de choses près. Je caricature à peine, je vous invite à regarder, c'est complètement à charge. Et j'ai repéré, pas mal de perles, mais il y en a une que je notais en particulier, Nastasia Adjadji. Pour elle, les cryptos, c'est pas des monnaies. Elle le dit, elle se refuse d'appeler ça des monnaies, et elle appelle ça des crypto-actifs. Mais en même temps, elle dit que la Corée du Nord se finance avec des hacks crypto. Et c'est vrai. Elle dit, littéralement, c'est en partie comme ça que la Corée du Nord finance son économie aujourd'hui. Du coup, c'est quand même assez absurde. D'un côté, c'est pas une monnaie, mais d'un autre côté, les crypto-monnaies, ou actifs, elle appelle ça comme elle veut, ça permet de financer des vraies choses dans l'économie réelle. Peut-être pas forcément pour des bonnes choses, peut-être pour des programmes nucléaires, pour des installations, peut-être pour développer l'industrie de la Corée du Nord, je sais pas. Mais ça sert quand même à développer des choses concrètes dans le monde réel. Si ça, c'est pas la preuve que c'est quand même une monnaie, mais bon, je pense que c'est un argument qu'elle entendra pas et elle remarquera pas qu'il y a des choses contradictoires dans son discours. Il y a quand même un moment fort, on va se le passer, enfin un moment fort, un moment marrant, où en gros, ça déblatère sur les crypto-monnaies, en disant en quelque sorte que, limite, nous sommes une secte, et elle pense qu'en gros, on est juste des fanatiques, que les cryptos, ça repose seulement sur de la croyance, et c'est comme ça que ça se perpétue. Mais à un moment, la journaliste Salomé Saké, je sais pas, il y a un éclair de lucidité, et elle fait remarquer qu'on peut dire la même chose du système financier actuel, que ça tient seulement parce qu'il y a de la confiance, et sinon ça s'effondrerait. Je vais passer le petit moment. Donc en fait, c'est la croyance des individus dans ce système qui fait que le système se perpétue. Après, on pourrait dire la même chose du système financier actuel. C'est aussi parce qu'il y a de la croyance dans le système financier actuel traditionnel que ça fonctionne. S'il n'y a plus cette croyance-là, ça s'effondre. Tout à fait, sauf que le système traditionnel repose quand même sur un certain nombre de bases économiques, là où la crypto-économie repose quasiment uniquement sur du vent et sur de la croyance, honnêtement. Enfin, voilà quoi, en gros, honnêtement, croyez-moi quoi, mais faut la croire sur parole. C'est marrant parce qu'elle dit en même temps tout à fait, et en même temps non, on va savoir. C'est le petit moment où elle est un peu mal à l'aise, elle sait pas trop quoi répondre quoi. Malgré le fait que, d'après certaines personnes, les cryptos ça n'a aucune valeur, c'est rien, c'est du vent et tout ça, il y a un rapport KPMG qui montre d'une part que Bitcoin est un allié dans la lutte pour le climat, que ça peut aider aussi à récupérer de la chaleur, de l'énergie, et aider à la réduction des émissions de méthane, notamment avec les torchères. Ça favorise également l'inclusion financière et permet de lutter contre l'inflation. C'est pas fictif, il y a bien des rapports concrets avec des données qui établissent tout ça. Également, aux États-Unis, les donations à Bitcoin sont désormais acceptées par 3 candidats à l'élection présidentielle US. Alors peut-être que ça repose sur rien, le Bitcoin, peut-être que ça n'a pas de valeur, mais ça permet quand même de faire des choses dans le monde réel et notamment de financer des partis politiques, donc des choses concrètes. Et eux sont d'accord pour avoir une confiance dans le Bitcoin et l'utiliser. Au bout d'un moment, si on est tous d'accord pour l'utiliser, et si elle est toute seule à pas vouloir utiliser le Bitcoin, c'est pas grave si elle considère que le Bitcoin n'est pas une monnaie, elle sera toute seule dans son coin, personne voudra accepter l'euro, et je sais pas comment on va faire. On continue avec des données économiques, pas forcément très encourageantes. Aujourd'hui, en 2023, seulement 9 pays sont notés AAA. Alors ça, c'est les notes des agences de notation, Moody's, Fitch, etc. Elles font des évaluations de la santé financière des nations ou des banques, des établissements financiers. En fonction de cette note, on peut emprunter à des taux d'intérêt plus ou moins avantageux. Meilleur on a une santé financière et plus facilement on peut emprunter sur les marchés. Donc c'est important d'avoir une bonne note. Le truc assez dramatique, c'est qu'il y a 20 ans, 45% des pays en moyenne avaient cette note de AAA, le triple A. Et aujourd'hui, c'est seulement 6%. Ça veut dire qu'il y a 20 ans, c'est presque la moitié des pays qui étaient évalués, en tout cas, je sais pas si c'était vrai, mais qui étaient évalués en bonne santé financière. Aujourd'hui, ce n'est plus que 6%. Ça craint de ouf. Il y a aussi le président du Brésil, Lula, qui a déclaré pourquoi le Brésil aurait besoin du dollar pour commercer avec la Chine. C'est un pas de plus vers la dédollarisation, une remise en question de l'hégémonie du dollar, parce que jusqu'ici, le dollar, c'était la monnaie par laquelle il fallait passer pour faire des échanges internationaux. Ces derniers temps, c'est complètement remis en question, notamment par les BRICS, le Brésil qui fait partie des BRICS, je rappelle, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, et d'autres pays également qui veulent les rejoindre. Toujours sur la dédollarisation, la Russie affirme que dans un premier temps, cette dédollarisation, ça va reposer sur les monnaies nationales. Parce qu'on sait que ces pays des BRICS, ils ont notamment un sommet là qui va avoir lieu en août, du 22 au 25 août, je crois,
Et il devrait être question de leur nouvelle monnaie. Ils ont des plans, c'est à moitié des rumeurs, ça se base sur des déclarations. Ils pourraient backer cette nouvelle monnaie par de l'or, des matières premières, mais ça reste encore flou. Et a priori, ça devrait pas devenir une nouvelle monnaie mondiale pour tous ces pays-là d'un coup du jour au lendemain. En tout cas, c'est démenti. Dans un futur proche, il est peu probable que ça ressemble à ça, une monnaie commune. Il est peu probable que ce soit faisable, mais l'utilisation de devises nationales est déjà une réalité qui prend de l'ampleur de manière globale. Cette pratique n'est pas uniquement visible chez les pays qui font face à des sanctions, mais aussi chez les autres. Donc c'est pas seulement la Russie qui va échanger comme ça avec la Chine, mais c'est aussi, comme dans cet exemple, le Brésil qui peut échanger avec la Chine. Et dans ces cas-là, en yuan numérique même, donc on commence à aller sur les cryptos, les MNBC, ou alors en réal, la monnaie du Brésil, ou alors en rouble quand c'est avec la Russie. Et la Russie avance aussi sur sa MNBC. Ils vont tester le rouble numérique dans 13 banques. C'est planifié pour l'année 2025. Les premiers tests vont se concentrer sur plusieurs aspects: la création de portefeuilles numériques, les transferts de monnaie numérique entre particuliers, l'utilisation de QR codes pour l'achat de biens et de services, et l'implémentation de paiements automatisés. Ça va se dérouler dans 30 points de vente à travers 11 villes en Russie. Ça leur permettra de tester le fonctionnement de la plateforme du rouble numérique dans un environnement industriel, de travailler toutes les procédures nécessaires avec la participation des clients et d'ajuster les processus si nécessaire. Voilà, c'est un test grandeur nature à partir de 2025. Donc la Russie accélère sur sa monnaie de banque centrale. Une nouvelle aussi qui peut avoir son importance, Microsoft qui se lance dans la tokenisation d'actifs et les MNBC grâce à l'IA. Et en fait, ils se sont associés à la blockchain Aptos. Ils utiliseront OpenAI et la blockchain, donc l'IA sur la blockchain, un peu comme Multiversix avec XAI, pour construire des smart contracts, des applications décentralisées. Sur Multiversix, ce sera aussi possible avec Xfabric. Donc on voit que Multiversix, ils sont quand même sur une vision stratégique plutôt pertinente si Microsoft aussi va sur ce chemin-là. Et ça montre aussi que des poids lourds, Microsoft c'est énorme, vont sur ce chemin de la blockchain et de la tokenisation. Ça dit des choses aussi pour le futur. Maintenant j'en viens à l'évolution de Twitter. Maintenant c'est X, j'ai toujours un peu du mal à appeler ça X, dans ma tête c'est toujours Twitter. Et les live vidéos sont maintenant disponibles. J'ai pas testé, et ça se fait avec ce bouton-là. Il y a même un type qui montre, là vous allez sur publier, vous avez le logo là de la petite photo, vous cliquez dessus, et puis après vous allez sur live et vous pouvez lancer le live. Elon Musk il a même fait un petit test improvisé, même dans la vidéo au début il demande si c'est live, il est même pas sûr, il le fait comme ça en freestyle, et même je crois on va le voir, ouais, il soulève des poids parce qu'il s'entraîne pour la baston contre Zuckerberg. Je sais pas c'est quoi ce délire, je sais pas si ça va vraiment se passer, mais il prévoit aussi de le diffuser en live, le combat, sur X, donc sur Twitter. Je sais pas ce que ça donnera tout ça, mais on voit Twitter évoluer sous nos yeux au fur et à mesure. Et en parlant d'évolution de Twitter, ça va aussi concerner la musique. X pourrait prochainement lancer une plateforme musicale. Il pourrait s'agir d'une plateforme de streaming, un petit peu comme du Spotify, offrant la possibilité aux artistes de distribuer leur musique. C'est un peu ma déduction, le fait que ça permettrait aux artistes de distribuer leur musique, parce que dans ce tweet de Dodge Designer, il met l'accent sur les artistes. En fait, ce serait une plateforme tournée vers les artistes, donc sûrement pour distribuer sa musique et peut-être avoir plus de droits sur les royalties directement. Ça favoriserait peut-être les artistes indépendants et ce genre de choses, et en étant directement en contact avec leur public. Et en fait, lui là, Dodge Designer, on va y revenir dans la deuxième partie sur Multiversix, mais il semble bien informé, il est même suivi par Elon Musk. Peut-être qu'il faut suivre un peu ce qu'il dit lui. Ce qu'il dit là, c'est réel, ça provient pas d'Elon Musk directement, mais cette plateforme là, il y a le compte Twitter, musique, qui existe bien, et c'est bien affilié officiellement à Twitter. Donc c'est officiel, il y aura bien une plateforme musicale, a priori. On voit que ce compte, il a été créé en septembre 2011, ça m'a paru un peu bizarre, je m'attendais à un compte créé récemment. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a fourni cette information, Hit9. En fait, ils ont pris l'arrobase, le pseudo, à Jeremy Volt. Je sais pas bien qui c'est, mais à la base, c'est lui qui avait cette arrobase musique, et il en parle dans ce tweet. En fait, ça fait 16 ans qu'il a créé ce pseudo musique, depuis les débuts de Twitter. Il est là depuis le tout début avec son pseudo, et il y a Elon Musk qui vient et qui lui vole. X vient de l'arracher. J'avoue, j'aimerais pas que ça m'arrive. Mais bon, bah en même temps, faut pas oublier que c'est le Web 2, on n'est pas propriétaire de tout ça. Tout ce qu'on fait sur les plateformes, ça appartient à ces plateformes. Il a quand même reçu un petit message, pour le prévenir.
qui se faisait baiser. Bon voilà, j'aimerais pas être à sa place, j'aimerais pas que ça m'arrive, mais bon, je pense pas que Elon il va venir chercher mon Bitcoin et mon couteau comme pseudo pour lancer un truc. A priori, ça m'arrivera pas. Autre information concernant X et Elon Musk. Elon Musk a déclaré que X ne lancera jamais de token crypto. Et en fait, ça fait suite encore une fois à un tweet de Dodge Designer dans lequel il affirmait que Elon Musk et X n'ont jamais lancé de token crypto et de se méfier si on voyait des choses qui allaient dans ce sens-là. Elon Musk, il a répondu à son tweet, il a confirmé en disant que ça n'arrivera jamais. Donc Elon Musk va pas lancer un X token, et de toute façon ça existe déjà, c'est le GLD. Voilà, c'est pour la blague. Et j'ai fini avec cette partie sur les informations générales, les actus crypto en général. Donc le prochain épisode, ça concernera Multiversix. Alors pour ceux qui sont sur YouTube, bah voilà, le prochain épisode, vous aurez la suite, et n'oubliez pas à la fin, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, etc. Je m'étire un peu, et je vais enchaîner sur la deuxième partie, je regarde vite fait un peu ce que vous dites. Ouais, Octogone, j'avoue, c'est lunaire, hein, tout ça. Ou alors ils vont se battre dans le métaverse, je sais pas, ils vont nous inventer un truc qui va leur faire de la pub à tous les deux, en fait. Ça se passera dans X-World, et ce sera un truc de ouf. Tout le monde suivra le combat Elon Musk et Zuckerberg sur X-World, voilà. X-World qui sera une planète de métaverse interopérable, donc pourquoi pas le métaverse de X, le métaverse de Multiversix et le métaverse de Meta, tous réunis dans X-World. Voilà pour le X-Fight, exactement. Pourquoi pas.